Alors, je dois vous présenter mon livre qui s'appelle La Russie de Poutine, et qui, je dois dire, me donne beaucoup de plaisir, ce livre. D'abord, pour l'écrire, j'ai eu beaucoup de plaisir, parce que j'ai eu à me replonger dans le passé. Toutes les fois que je suis allé en Russie, je raconte beaucoup d'anecdotes qui me sont arrivées, vécues. Et puis, c'était une occasion pour moi d'essayer de détruire un certain nombre de mythes néfastes sur la Russie, d'idées négatives, certes, mais enfin, indépendamment de ça, d'idées qui sont complètement fausses. Et donc, j'avais envie de rétablir un peu la vérité. Donc, c'est encore un deuxième plaisir que m'a donné ce livre. Troisièmement, ensuite, alors j'ai eu un grand honneur, je dois dire, début janvier, j'étais encore à mon bureau, je me souviens, le matin, et on me téléphone de Moscou, un des amis qui a permis l'édition de mon livre, d'ailleurs, en russe, ce Solod, d'une grande fondation de recherche en sciences politiques russes, et il me dit, voilà, j'ai une mission agréable pour le Nouvel An, c'est de vous apporter des félicitations du président de la Russie, qui a lu votre ouvrage et qui a trouvé que c'était très bien. Voilà, alors bon, j'en suis pas revenu, mais ça m'a fait plaisir, ça c'est sûr. Donc je me suis dit, après tout, la vision d'un Français un peu extérieur à la Russie, etc., n'est pas forcément fausse, et on peut, à condition d'avoir un peu d'objectivité et d'honnêteté, on peut dire sans doute des choses exactes. Et puis enfin, le dernier plaisir, c'est les chiffres des ventes, puisque je suis à la 2e édition actuellement. J'ai été pendant 3 mois premier sur Amazon, ce à quoi ça m'est jamais arrivé de ma vie, c'est très simple. Et en Russie, là, comme il y a toutes les grandes chaînes de télévision qui relaient le message sur ce livre, je pense que ça va bien se passer aussi. Voilà. Donc je suis très content et j'espère dans quelques mois refaire peut-être une opération du même genre avec un autre livre que je prépare en ce moment sur le terrorisme, qui est aussi un sujet d'actualité. Car j'ai travaillé autrefois 10 ans dans le terrorisme, figurez-vous, avant d'être maintenant à m'occuper surtout de coopération franco-russe. Alors le livre lui-même, j'ai commencé par l'histoire parce que un des gros reproches que je ferais à la classe politique occidentale en général, c'est d'être nul en histoire. Il y a quelques connaissances en économie, en droit surtout, oui, surtout les énarques qui connaissent assez bien le droit. Mais alors l'histoire, c'est pas leur truc. Hein. Et alors il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, c'est quand même comme ça. Alors je me suis dit, il faut commencer par l'histoire, et ce qui m'a frappé dans l'histoire de la Russie, quand on essaie de la regarder de haut, sur plusieurs siècles, c'est un pays de résistance, je dirais. C'est pas un pays agressif, parce qu'il y a des pays qui ont été bien plus agressifs que la Russie dans l'histoire de l'Europe, mais je ne mentionnerai personne, y compris, je ne mentionnerai même pas nos amis d'outre-Manche, par exemple. Mais il faut dire que je suis calaisien d'origine aussi, j'ai été député de Calais, alors quand je parle des Anglais, je suis peut-être un peu partial. Mais en tout cas, les Russes ne sont pas comme ça. Mais par contre, ils ont subi toutes sortes d'invasions. Il y a eu des Mongols, ça c'est bien connu, ils sont restés quand même plus de 200 ans dans le pays. Mais ils n'ont pas tout pris, hein. Ils ne sont pas emparés de la partie ouest, Novgorod et Pskov, où régnait la démocratie directe comme en Suisse, si vous voulez. Avec le peuple qui élisait le grand-duc de la ville, et puis qui votait les lois et qui votait les impôts. On dit toujours la Russie ne connaît que la dictature. Non, elle a connu une démocratie plus directe que la nôtre, à Pskov et Novgorod, pendant à peu près 3 siècles, jusqu'au 15e siècle à peu près. Hein. C'est Ivan III qui a fait arrêter ça. Alors, donc les invasions, il y a les Mongols, il y a les chevaliers teutoniques, il y a les Polonais qui sont arrivés jusqu'à Moscou, il y a Napoléon, bien sûr, pour lesquels les Russes d'ailleurs ont gardé malgré tout une certaine tendresse, il faut reconnaître, puisqu'il y a même un gâteau maintenant qui s'appelle le Napoléon. Ça m'a beaucoup surpris. Et puis, alors là, c'est beaucoup moins... Ce qui est moins romantique, c'est Hitler, évidemment, pour finir. Donc, ça a été une histoire terrible, et à chaque fois, le peuple russe a résisté de façon extraordinaire, et toujours à peu près autour des mêmes valeurs. Et alors là, pour ça, tiens, mon cher Christian, je vais citer une anecdote, si je puis dire, parce que Christian aime beaucoup que je raconte des anecdotes, parce que j'en ai vécu quelques-unes en Russie. Et le mot, d'ailleurs, en russe, anecdote, ça se dit. Hein. Anecdote, ça veut dire une blague, hein, c'est ça, hein, monsieur le ministre, hein, c'est ça. Donc, en même temps, ça peut être drôle à l'occasion. Donc, je disais que j'allais vous conter une anecdote sur... je ne sais plus du coup. Bon. La résistance. Oui, c'est ça, la résistance pendant la guerre, c'est quand même très significatif, ça. Staline, à un moment, a pris la parole à la radio, et il a donné la parole d'ailleurs au patriarche. Il lui a demandé d'inciter les Russes à se battre pour la Sainte Russie, et lui-même, il a parlé au peuple russe en disant frères et sœurs, ce qui n'était pas le vocabulaire habituel, disons, du bolchevisme. On disait camarades, mais là c'est des frères et sœurs. Et je crois que Staline avait très bien compris,
que les gens sont prêts à mourir pour leur famille, ils sont prêts à mourir pour leur patrie, ils sont prêts à mourir pour leur Dieu, sûrement. Mais ils ne sont pas prêts à mourir pour une idéologie politique quelle qu'elle soit, fût-ce socialiste, communiste. Il y a toujours bien sûr des militants ultra fanatiques. Mais en général, un peuple entier ne se mobilise pas tellement sur une idéologie, il se mobilise plutôt sur la survivance de la nation et éventuellement des valeurs religieuses qui y sont liées. Donc c'est un peuple de résistants, je dirais, par son histoire, un peuple de résistants. Comme moi-même je suis fils de résistant, évidemment, ça me va tout à fait au cœur. Alors, deuxième point, donc c'est pas un peuple d'agresseurs a priori, contrairement à ce qu'on dit souvent. Le deuxième point, alors là, il est encore plus choquant, vous me pardonnerez, par rapport au politiquement correct, c'est que je ne pense pas du tout que la Russie actuelle soit une dictature, mais alors vraiment pas. Pour la raison très simple, c'est qu'il faut savoir ce que veulent dire les mots. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Bon, eh bien, c'est dans l'article 3 de la Constitution de 1958, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y a donc deux critères. C'est le gouvernement par le peuple, ça veut dire par des gens qui sont élus, ou bien par des référendums. Et pour le peuple, ça veut dire que le gouvernement conduit la politique de la nation en fonction de l'intérêt général et pas en fonction d'intérêts particuliers, d'oligarchie particulière, de féodalité, comme disait le général de Gaulle. Alors si vous prenez ces deux critères, maintenant vous les appliquez à différents pays. Bon, par le peuple, entre la Russie et la France, je ne vois pas énormément de différence. Les deux constitutions se ressemblent, n'est-ce pas, d'ailleurs, parce que quand la constitution russe a été rédigée, il y avait des juristes qui connaissaient bien la Constitution française, d'où les pouvoirs importants du président d'ailleurs, mais enfin on les a. Ensuite, si vous regardez bien le système politique des deux pays, vraiment il y a beaucoup de points communs. Bon, les gens sont élus, il y a plusieurs partis politiques, il y a, quoi qu'on en dise, une grande liberté d'expression. Si vous allez dans un hôtel à Moscou, vous trouverez des articles de journaux très hostiles au gouvernement, par exemple, ou très hostiles au président Poutine, ça arrive. À l'époque soviétique, ça n'arrivait pas. Donc c'est quand même très différent. Et puis, finalement, donc vous avez un système qui n'est pas très différent du nôtre. Parfois, il est même plus démocratique que nous, puisque les maires, par exemple, sont élus au scrutin direct. Chez nous, ils sont élus au scrutin indirect. Et les préfets sont... Ça, c'est une décision de Vladimir Poutine. Avant, ce n'était pas comme ça. Enfin, l'équivalent des préfets, si vous voulez, les gouverneurs, sont élus, alors qu'autrefois, ils étaient nommés. Bon, bah, en France, on n'est pas prêt d'élire les préfets, à mon avis, connaissant un peu mon administration d'origine. Donc c'est quand même, formellement, il n'y a pas beaucoup de différence. Bon, alors maintenant, il reste l'autre critère. Est-ce que la politique est faite pour le peuple, pour le bien commun, ou est-ce qu'elle est faite pour des biens particuliers, des féodalités, des groupes de pression, des lobbies, etc. Ben, je crois que le drame des pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas que la France, là, c'est que les élites gouvernent en fonction des souhaits et des rapports de force. Il y a une dérive oligarchique, et y compris aux États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a cette révolte que vous voyez aujourd'hui électorale avec des candidats comme Trump et Sanders, parce que les gens en ont assez d'être dirigés toujours par les mêmes. C'est toujours les mêmes, la même caste, qui a les mêmes idées, etc. Ils en ont assez. Mais nous, on connaît aussi le problème. Bon. Donc le degré de confiance dans le régime politique s'est effondré dans les pays occidentaux, la plupart du temps. Mais en France, vous avez moins de 50% de gens qui soutiennent le régime tel qu'il est aujourd'hui, dans les sondages qui sont faits, mais qu'on ne publie pas trop. Bon. C'est un vrai problème en Occident. Alors en Russie, maintenant, comment ça se passe? Bon, en Russie, évidemment, comme vous le savez, le président Poutine est soutenu par plus de 80% des citoyens. C'est tout à fait différent, mais il y a une raison à cela. Moi, au début, mes interlocuteurs russes me disaient souvent, le président Poutine, vous savez, il est au centre. Alors je pensais à Beyrouth, je me disais, c'est bizarre, ils ne se ressemblent pas. Non, mais c'est le centre, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'il est au centre de la société russe, c'est-à-dire que il y a, disons, sur sa gauche et sur sa droite à peu près autant de personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus, disons, hyper patriotes que lui. Il y en a qui le sont moins. Et il se trouve à peu près au centre de l'ensemble. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a cette position si forte dans l'opinion, évidemment. Et ce qui me frappe, moi, c'est à quel point le président Poutine est attaché à ne pas perdre le contact avec la population. Et alors, non seulement, alors il a un parti politique, bon, comme tous les présidents, donc il le soutient, qui s'appelle Russie Unie, mais il a estimé qu'il fallait aller au-delà de tout ça, parce qu'il se dit, la bureaucratie ne va pas forcément appliquer ce que je veux, les décrets présidentiels ne sont pas toujours bien appliqués, donc il a créé une organisation dont on parle très peu en France, c'est vrai, mais enfin, monsieur le ministre la connaît bien sûr, forcément, c'est l'ONF, alors c'est pas l'Office national des forêts, ça veut dire Общественный Радийный Front. C'est le Front démocratique pan-russe. Et ce Front démocratique pan-russe est une organisation de la société civile, comme on dit souvent, avec toutes sortes d'associations, toutes sortes d'individus, même qui peuvent être membres dans les villages, dans les villes, partout. Et ils sont là pour vérifier si on applique bien la politique du président. Et donc, et éventuellement, même, ils peuvent présenter des plaintes à la présidence
en disant le gouverneur de notre région ne fait pas vraiment votre politique, c'est scandaleux, on vous cite des cas précis, etc. Ou alors on a un cas de corruption dans notre ville qui est le suivant, etc. Donc c'est un moyen pour le président, effectivement, d'avoir des informations qui ne viennent pas de son parti, parce que c'est trop facile, qui ne viennent pas de la bureaucratie, parce qu'elle est aussi biaisée. Et donc il a créé cette structure à côté, qui est une structure de contrôle démocratique de son propre parti. Bon, par ailleurs, j'ai constaté, moi, qu'à la présidence, on attachait vraiment beaucoup d'intérêt, pour l'avenir en tout cas, à la démocratie directe, qui est un de mes dadas, pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire le système suisse, en gros, avec des référendums assez fréquents. Bon. Et bien ça les intéresse, puisque quand j'ai fait mon livre sur la démocratie directe, il était traduit en russe par des fondations qui sont proches du gouvernement. Et ensuite, j'ai même dîné avec un haut fonctionnaire de l'administration présidentielle pour parler pendant 4 heures de la démocratie directe. Bon. Alors je ne sais pas ce qui en sortira d'ailleurs, après tout ça ne me regarde pas, d'ailleurs c'était eux de décider bien sûr, mais ils sont ouverts à ce thème-là. Donc ça n'a rien à voir avec le portrait qu'on fait ici. On a l'impression effectivement d'avoir affaire à une dictature du tiers-monde. C'est complètement... Alors le tiers-monde justement. Donc ça me fait la transition avec l'économie. Il n'y a pas très longtemps, mon ami Alain Juppé fait une déclaration. Bon, c'est un ami parce que je l'ai connu pendant des années et des années. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Ça n'a rien à voir, ça. Mais on a le droit d'avoir des rapports humains quand même. Ça dépend de Donc Juppé me dit, dit devant moi à des gens, oui, la Russie c'est un pays pétrolier complètement sous-développé qui ne fait que vendre du pétrole. Alors, bon, je suis allé voir en disant, je crois que tu vas un peu fort, enfin tu es mal informé en tout cas, parce que le produit intérieur brut de la Russie, on a des chiffres. Hein. L'ONU ça existe, la Banque mondiale ça existe, le FMI ça existe, on a des chiffres, on peut les consulter si on veut, si on a un minimum d'honnêteté intellectuelle. Bon, le produit intérieur brut russe, il faut savoir qu'il est le même en parité de pouvoir d'achat, hein, c'est-à-dire sans tenir compte des phénomènes monétaires qui faussent tout, il est l'égal de celui de l'Allemagne depuis 2014. Alors c'est pas du tout ce qu'on nous dit, hein. Bon, mais vous pouvez vérifier d'ailleurs si vous n'avez pas confiance, les statistiques de la Banque mondiale sur Internet, vous verrez, c'est le même produit intérieur brut que celui de l'Allemagne fédérale. Alors ensuite, les hydrocarbures, bien sûr, jouent un rôle important. Ils auront un rôle important dans le budget, surtout parce que les impôts russes sont très bas, ils sont bien plus bas que chez nous. À un moment, j'avais un contrat avec une radio russe, on m'a dit, vous voulez un contrat russe ou un contrat français? Je dis, bah, puisque je travaille pour vous en France, de toute façon, je serai imposé en France. Ah, vous n'avez pas de chance, ils me font en rigolant, en disant, si vous étiez en Russie, vous paieriez 13% d'impôt sur le revenu, puisqu'on a la flat tax, on a la taxe unique avec un seul taux, qui était prôné d'ailleurs par des gens comme Milton Friedman. Et bon, en France, on est très loin, évidemment, comme vous le savez. Donc, pourquoi? Parce que le budget de l'État est financé en bonne partie par les productions de gaz et d'hydrocarbures et de pétrole sur lesquelles il y a des taxes, évidemment. Bon, avec la baisse du prix du pétrole, la baisse du prix du gaz, le budget russe a beaucoup de mal à se boucler. Ça, c'est vrai du budget. Et les gens confondent le budget avec l'économie du pays. Alors, l'économie du pays, le pétrole et le gaz, ça fait 9% du produit intérieur brut. Il reste quand même 91%, excusez-moi, c'est tout le reste, c'est l'agriculture, l'industrie, etc. Donc c'est idiot de dire que c'est un pays pétrolier comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le pétrole fait presque 50% du produit intérieur brut, ça n'a vraiment rien à voir. Ensuite, vous savez, vous avez des indices aussi. Bon, souvent, les grands médias hostiles à la Russie qui font de la russophobie, évidemment, ne veulent pas utiliser ces critères parce que ça ne les arrange pas dans leur démonstration. Mais vous avez par exemple un critère qui est reconnu par beaucoup d'économistes. Je suis économiste de formation, je précise, je suis docteur en sciences économiques. Eh bien, en économie, on utilise beaucoup le critère de la production d'électricité, de la consommation d'électricité. Pourquoi? Parce que ça élimine les problèmes monétaires, alors que le produit intérieur brut, bah, ça dépend aussi beaucoup du niveau de la monnaie, donc il faut faire des rectificatifs complexes. La production d'électricité, ça c'est clair. Deuxièmement, s'il y a beaucoup d'électricité, c'est pas uniquement parce que les gens, évidemment, l'utilisent pour éclairer leur salle, c'est aussi parce qu'il y a une grosse industrie, parce que c'est l'industrie qui consomme surtout vraiment beaucoup d'électricité, donc bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a une industrie très importante. Or, la production électrique de la Russie est la 4e du monde. Il y a les États-Unis, ensuite la Chine, ensuite le Japon et ensuite la Russie. Et elle est beaucoup plus forte que celle de l'Allemagne. Bon, alors, mais je pourrais comme ça continuer assez longtemps. Si on veut envoyer des hommes dans la station orbitale autour de la Terre, il faut utiliser des fusées russes, parce qu'il n'y a plus que celle-là, puisque les Américains ont arrêté d'en produire. C'est un autre exemple quand même de haute technologie, que je sache. Ils exportent des centrales nucléaires, c'est quand même de la haute technologie. Même en informatique, vous avez tous probablement un ordinateur avec des antivirus Kaspersky.
comme on dit ça en anglais, bon, Kaspersky, c'est un brevet russe à l'origine. Bon, vous avez aussi, j'ai appris que les Russes avaient Yandex 2 ans avant Google, bon, avant que nous on ait Google. Donc tout ça pour montrer qu'ils ont quand même une technologie de très 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 haut niveau. On le voit aussi au niveau des systèmes d'armement, bien sûr, et on l'a vu pendant la guerre de Syrie avec les... il y a eu des opérations spectaculaires, en dehors même des actions de l'aviation proprement dite, mais les fameux missiles qui sont partis de la mer Caspienne. Bon, ça montre quand même un très haut niveau de technologie. Il y a un autre cas qui est très intéressant d'ailleurs, parce que je crois que ça crée un peu la panique dans les cercles de l'OTAN. C'était un bateau de guerre, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était en mer Noire, pas très loin de la Crimée, il y a 3-4 ans à peu près. Et puis il y a un avion qui passe, alors le commandant du bateau voit un avion russe passer au-dessus de lui. Il dit mais c'est pas normal, on aurait dû être prévenu. Comment ça se fait qu'on voit l'avion seulement maintenant? Alors il s'adresse à ses spécialistes en électronique, et il s'aperçoit que tout le matériel électronique de détection du bateau ne fonctionne plus. Il est complètement paralysé. Il dit, comment ça se fait? L'avion s'éloigne, puis à un certain moment, l'avion disparaît à l'horizon et tout le système électronique du bateau se remet en marche. C'est-à-dire que l'avion était en mesure d'annuler le fonctionnement de tous les systèmes électroniques qu'il y avait sur ce bateau. Bon. Alors, d'ailleurs, quelqu'un aussi m'avait dit un jour, c'est un ami, je peux dire, un ancien ministre de l'Intérieur de Yeltsin qui s'appelait Kulikov. Je le vois de temps en temps, il est maintenant le président du club des chefs de guerre à Moscou, qui est un club, un peu comme chez nous l'Interallié, si vous voulez, mais seulement il y a des généraux et des amiraux. Bon. Et puis quelques invités comme moi. Et alors, Gérald Kulikov me disait, vous savez, on dit tout le temps qu'on fait la guerre en Ukraine, mais si on faisait la guerre en Ukraine, il n'y aurait plus l'armée ukrainienne en très peu de temps. Parce qu'on a les moyens électroniques d'empêcher toutes les communications électroniques entre l'état-major, les tanks, les différents généraux qui sont sur le terrain, et on paralyse tout leur système très très facilement. Donc le fait que ce ne soit pas le cas, ça prouve bien qu'on n'intervient pas. Alors, ça m'a permis de parler un peu de l'armée au passage. Oui, bon, l'armée est redevenue sans doute la deuxième armée du monde après l'armée américaine, par son budget en tout cas. Par son budget, c'est la troisième, parce qu'il y a l'armée chinoise aussi. Mais sur le plan de la haute technologie, évidemment, elle est une des 2 premières armées du monde, indiscutablement. Et alors là, je vais raconter une petite anecdote, mais que vous avez peut-être vue, parce qu'elle était passée à la télévision française, tout à fait au début de son quinquennat, pardon. Je parle de septennat, mon Dieu, heureusement qu'on ne l'a pas pour 7 ans, mais le président Hollande reçoit le président Poutine à Paris, tout à fait au début. Et alors, les journalistes, après, leur demandent de dire quelques mots, et Poutine prend le micro tout de suite, et puis il y a un journaliste qui dit « Monsieur le Président, est-ce que vous avez parlé des missiles antimissiles avec le président Hollande ?» Et le président Poutine répond « Ben non, on n'en a pas parlé, c'est pas possible, parce que qu'est-ce que vous voulez, moi, pour parler des missiles antimissiles, j'ai besoin de parler avec mon alter ego, quelqu'un qui a un pouvoir de décision comme moi. En Russie, moi, j'ai le pouvoir de décision. Bon, mais pour les missiles antimissiles, c'est les Américains qui ont le pouvoir de décision. Donc c'est pas la peine que je parle avec M. Hollande, puisque vous, les Français, vous avez perdu toute indépendance sur les grands choix militaires, en étant complètement intégrés dans l'appareil de l'OTAN, et maintenant, je suis obligé de m'adresser aux Américains. Ça me ferait plaisir de m'adresser aux Français, mais ça ne sert à rien. Si vous avez vu la tête d'Hollande, mais il n'avait pas d'argument, évidemment. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un déjeuner avec un des candidats du Parti républicain à la présidence de la République, et celui-ci dit oui, la Russie est un grand pays sur le plan de la surface, mais par contre la population s'effondre complètement, et d'ici 50 ans, il n'y aura plus de Russes. Alors, je me dis mais c'est fou. Alors je vais le voir à la fin, et je lui dis mais enfin, je me demande qu'est-ce qui prépare les notes, parce que ça ne tient pas debout. Je dis bon, c'est vrai que la démographie russe est très mal portée après l'effondrement de l'Union soviétique, ça c'est vrai. Mais depuis 4 ans au moins, la population russe monte. Le taux de natalité a augmenté de 30% en 5 ans. Le taux d'avortement, tout ça c'est des chiffres que j'ai mis dans mon livre. Hein. Le taux d'avortement, la courbe des avortements s'est effondrée pour les 3 quarts à peu près par rapport à la période post-soviétique, où c'était d'ailleurs très élevé. Et il y a une politique familiale extrêmement intéressante. Alors non seulement on donne de l'argent évidemment aux familles qui ont des enfants, ça c'est sûr, mais oui, 7 000 € quand même pour le deuxième enfant, donc c'est pas rien. Mais en plus de ça, il y a aussi le statut moral de la famille. Bon, en Russie, on ne se passionne pas beaucoup pour les minorités sexuelles, comme on dit, etc. Mais par contre, on se passionne pour la famille, la politique familiale et le soutien aux familles qui ont des enfants. Parce que c'est l'avenir du pays, tout ça, c'est assez logique. Alors sur la culture, là évidemment, on n'en finirait plus, c'est un vaste sujet, surtout que la culture russe, c'est quelque chose de considérable, ça tout le monde l'admet. Mais par exemple, juste un chiffre que je donne dans le livre d'ailleurs, le nombre de chercheurs scientifiques en Russie, c'est le double du nombre de chercheurs scientifiques en Allemagne, qui est lui-même plus élevé que le nôtre.
Bon, c'est pas rien quand même, hein, c'est pas rien, alors qu'on arrête de dire que c'est un pays sous-développé au bord de l'effondrement, ça ne vient pas de nous. Le niveau de vie des Russes a quadruplé depuis que M. Poutine est là, depuis l'an 2000, je veux dire. Bon. Après, on s'étonne qu'il soit populaire. Quand j'étais jeune, pour moi, l'Union soviétique, ben, c'était une dictature communiste où il n'y avait pas de liberté, qui était athée, etc. Et puis les États-Unis, c'était un peu la mythologie ambiante qu'on avait à l'époque. Hein. C'était un pays de liberté, de démocratie, de patriotisme, et puis un pays plutôt chrétien. Donc je me disais, bon, ben voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'au fil des années, tout ça a beaucoup changé. Et puis la Nouvelle-Russie, ben, je l'ai découverte quand j'étais député européen, puis je l'ai redécouverte là plus récemment en y retournant. Et je me suis rendu compte que c'était un pays patriote, ça, fondamentalement. Un pays où il y avait beaucoup de liberté, contrairement à ce qu'on prétend, y compris sur le plan économique. Hein, je vous ai cité l'exemple fiscal tout à l'heure. Enfin, la fiscalité, c'est ce qui réduit la liberté des citoyens, généralement, quand elle est très élevée. Bon, c'est pas le cas chez eux. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de liberté, que le pays était très patriotique, que les valeurs des religions traditionnelles étaient respectées. Et donc, c'est un petit peu les qualités qu'étaient censés avoir les Américains après la guerre. Maintenant, c'est les Russes qui les ont. Et donc voilà, enfin, c'est la conclusion que j'en tire. Donc il y a une espèce d'inversion de la géopolitique. Si on ajoute à cela le fait que nos amis américains sont quand même, pèsent d'un poids très lourd, je dirais, sur les décisions de nos entreprises, de nos banques, de nos hommes politiques, et ça je l'ai vécu, mais ça serait presque l'objet d'un autre dîner-débat, mais c'est vraiment un problème. Quand vous voyez la BNP qui reçoit des amendes gigantesques de la justice américaine parce qu'elle a fait des opérations en dollars, c'est quand même aller très loin, je trouve, une drôle de façon d'agir. Bon. Et donc, nos amis américains, comme je disais, bon, ils ont une tutelle quand même extrêmement lourde sur nous et très très difficile à supporter, il faut bien le reconnaître. Et les gens qui sont dans le monde des affaires, dans le monde des banques par exemple, ils le savent. Ceux qui sont dans le monde de l'armée le savent très bien aussi, parce qu'ils vivent ça tous les jours. Et donc c'est pénible pour quelqu'un qui est pour la souveraineté de la France. Je sais que la droite libre est pour la souveraineté de la France, moi aussi. Et là, vraiment, on a besoin d'un contrepoids. Alors là, je vais être très franc, hein, monsieur le ministre, c'est un point de vue qui n'engage bien sûr que moi et les amis français qui sont du même avis. Pour nous, la Russie est un espoir parce qu'on estime que c'est un contrepoids à la superpuissance américaine qui a engagé je ne sais combien de guerres et qui finit par inquiéter énormément de monde. L'image de l'Amérique, vous savez, s'est détériorée à un point qu'on n'imagine pas. Il y a un an, les Américains ont fait un grand sondage, Gallup, qui est un sondage extraordinaire parce qu'ils font ça avec des moyens énormes. Et l'échantillon, si vous voulez, de personnes choisies pour les questions, c'est un énorme échantillon qui porte sur plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui porte sur tous les continents. Et la question était la suivante: quel est le pays qui menace le plus la paix dans le monde? Alors le pays qui arrive en tête, avec 30% de réponses, ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui, parfaitement. Alors ça dépend bien sûr des continents. L'Amérique latine, par exemple, très inquiète du comportement des États-Unis, pour une tradition que nous connaissons depuis très longtemps. Bon. Mais il y a d'autres pays qui pensent la même chose. Et eh bien la Russie n'apparaissait qu'au 15e rang, je crois. Alors entre les deux, il y avait le Pakistan, la Corée du Nord, un certain nombre de pays. Bon. Et la Russie n'était pas du tout considérée. C'est un sondage qui a été fait il y a 2 ans. Hein. Bon, je ne sais pas cette année ce qu'il donnerait. Mais en tout cas, les États-Unis aujourd'hui ont cette réputation. Voilà. Donc je crois que pour l'équilibre du monde, on a besoin d'un monde multipolaire, avec des pays qui se concurrencent, je dirais, si possible, pacifiquement. C'est mieux que d'avoir une superpuissance qui écrase tout, c'est évident. Puis cette superpuissance a tendance à s'engager dans des tas de guerres à la légère, parce qu'elle se sent tellement puissante qu'elle est arrêtée par rien. Et c'est bien ce qu'on a vu. Les Américains, d'ailleurs, maintenant, ils s'en mordent les doigts. Hein. D'ailleurs, ils se disent, finalement, on a dépensé énormément d'argent, notamment au Moyen-Orient. On a déclenché plein de guerres pour créer des démocraties partout. Au lieu de ça, ils ont amplifié le mouvement de la révolution islamique. Bon. Donc il y a une remise en cause aujourd'hui de tout ça, hein, ça c'est vrai. Mais en tout cas, nous en tant que Français, et nous défendons les intérêts de la France, c'est normal en tant que Français, eh bien pour nous, on ne peut voir, à mon avis, qu'avec bienveillance, le renouveau d'une puissance russe forte qui rééquilibre les choses dans le monde pour la défense des libertés et pour la défense de la patrie. 2-3 mots très brièvement, puisque le thème du débat c'était la Russie, notre véritable allié. Je ne sais pas ce que c'est un allié en politique internationale. J'ai envie de dire c'est quelqu'un avec qui on partage des intérêts communs. Pas forcément de grandes idées en commun, mais où à un moment de l'histoire, on a des choses qui nous rapprochent. Puisqu'à un moment de l'histoire, monsieur le ministre conseiller, on avait aussi des choses qui nous séparaient, même s'il y avait une certaine sympathie entre nous. Et je crois qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup de choses qui nous rapprochent, et plus que nos alliés traditionnels,
En l'occurrence, je pense bien sûr aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne. Si vous me permettez de prendre 2-3 points, l'Europe. Je pense que l'Europe, d'abord, a complètement changé de nature. L'Europe à 6, ça allait, l'Europe à 9, ça allait. Le jour où on a fait rentrer la Grande-Bretagne, on s'est aperçu que le général de Gaulle avait quand même quelques raisons de l'avoir refusé. C'était le cheval de Troie des États-Unis. Quand on rajoute en plus la Pologne et les États baltes ou autres États de l'Europe centrale, on s'aperçoit, pour ceux qui ont la chance de siéger dans les organisations internationales, à titre personnel, je siège à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qu'en réalité, on se trouve désormais devant un front commun pour qui, sans mauvaise caricature, l'Europe, c'est les subventions et la sécurité, c'est les États-Unis. Et où en réalité, on n'a plus du tout la même conception que nous avions, et je pense qui était en tout cas celle que je défendais comme d'autres ici, qui était la conception gaulliste de l'Europe, qui était une Europe puissance, dont le but c'était presque de jouer à égal à terme avec l'URSS de l'époque ou les États-Unis, et où progressivement, par le cheval de Troie des uns ou des autres, par la faiblesse politique aussi de certains gouvernements, on se retrouve dans la situation caricaturale d'aujourd'hui où on est plutôt les supplétifs qu'autre chose. Et donc, quand on fait le bilan aujourd'hui de la situation en Europe, on s'aperçoit que le seul leadership, c'est le leadership allemand, parce que la France n'a plus de puissance économique, et que ça nous plaise ou non, à un moment ou à un autre, quand on veut compter, il faut un minimum de puissance économique pour exister. On le voit hélas tragiquement quand on voit Mme Merkel négocier quasiment seule avec la Turquie, où on est à l'heure actuelle à la remorque entre le romantisme et les intérêts selon le jour de l'Allemagne avec Mme Merkel. Et donc en réalité aujourd'hui j'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir dans cette Europe qu'est-ce qu'on a en commun. J'allais dire on a des institutions, mais quand je vois que par exemple les dernières décisions de l'Europe, si je les prends, c'est bloquer Intermarché quand ils décident de payer un peu plus cher le port breton parce que c'est une entrave au marché, ou bloquer Airbus et Arianespace quand il y a un accord parce que ça risque de faire de l'ombre à Boeing et d'avoir une position dominante. Je me dis qu'on est quand même complètement tombé sur la tête, où le but des institutions d'un pays ou d'une entité qui sont normalement d'assurer sa puissance, son rayonnement, c'est devenu absolument l'inverse. Voilà. Et donc, aujourd'hui, sincèrement, je me dis qu'on a intérêt sincère en Europe, qu'on a plus de points communs avec les Britanniques, par exemple, avec la Russie qu'avec les Britanniques. Voilà, moi je fais partie de ceux qui rêvent que les Britanniques sortent. Parce que, d'abord, je pense que ça remettra en cause, j'allais dire, l'absolutisme européen qui fait qu'en dehors de l'Europe actuelle, point de salut. Deuxièmement, je pense que peut-être ça remettra l'Europe sur les rails précédents, à savoir qu'on n'est pas simplement un marché commun, mais aussi une puissance politique. Et puis, troisièmement, ça nous permettra aussi de discuter, j'allais dire, avec ceux avec qui on a des intérêts communs. Et je reprends le thème du repas, qui était la Russie, notre allié. Je ne sais plus ce que je sais. Excusez-moi, là, j'avoue que je n'ai pas beaucoup dormi. Notre véritable allié, pardon. Notre véritable allié. Je ne sais pas ce que c'est qu'un véritable allié, mais je répète, on a beaucoup d'intérêts communs. Parce qu'en réalité, on a à peu près la même conception de la nation, on a à peu près la même conception de la civilisation. Et quand on regarde les économies, on est assez complémentaires. Voilà. Et c'est l'essentiel. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe avec l'Europe. Je rajoute qu'à mon avis, on va livrer un combat primordial pour la suite de l'Europe, qui est ce qui va se passer avec le TAFTA, ou TIPP, selon comment vous voulez les abréviations américaines ou européennes, mais où en réalité, ce qui va se passer dans les 2 ans à venir, personne ne connaît vraiment le calendrier. Je n'ai jamais vu un truc comme ça, où il y a des négociations secrètes, mais où en réalité, si jamais on cède, ça veut dire que c'est même pas il n'est pas question de parler d'alliés, mais là il est question simplement de parler de, j'allais dire, pas de soumission, mais d'abdication devant en réalité ce que demandent les États-Unis et une partie de nos partenaires européens qui ont des exigences qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec notre intérêt. Donc je pense, au premier point, j'allais dire que sur l'Europe, on a beaucoup d'intérêts communs, parce que, je suis peut-être ringard, mais un pays, avant d'être des lois et des normes, c'est une civilisation, une population, un territoire. Point, un territoire, on est proche. Une civilisation, historiquement, on est très proche. Et une population, avant qu'on la change, on est très proche aussi. Voilà, donc je pense que c'est des choses qui nous rapprochent plus que tout. J'ai pu voir d'autre part, puisque
Malheureusement, je commence à être un vieux député, puisque je suis député depuis 1993. Le hasard a fait, je vous ai fait des infidélités, que j'étais président de France-Ukraine entre 2002 et 2007, mais que j'ai vécu ce qu'on a appelé à l'époque la Révolution Orange, en direct. Et j'étais à l'hôtel Dniepro à Kiev, où j'avais les gens de la Fondation Soros qui distribuaient les billets de Grivna pour manifester. Voilà, et où personne ne se cachait, et où leur but était très clairement un but d'essayer, j'allais dire, de déstabiliser, de créer une distorsion. Je pense que ce n'est pas notre intérêt. On l'a en plus dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Pour moi, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est un coup d'État. Voilà, mettons les choses clairement au point. Se dire c'est un coup d'État parce que je pense que Yanukovych n'était pas du tout un modèle, mais il avait été élu démocratiquement, avec des élections validées par tout le monde l'oublie. Tout le monde oublie que le leader de la révolution pseudo-orange, vous savez, celui qui avait, paraît-il, les sushis qu'il avait mangés, là, Yushchenko, avait été élu démocratiquement, mais avait fini avec un score, si ma mémoire est bonne, de 3,5%, puisqu'il n'était même pas présent au deuxième tour. Même François Hollande n'arriverait pas à avoir ce score, je pense qu'il sera au-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'on était quand même dans un chaos complet, et que ce qui s'est passé en Ukraine est absolument choquant, parce qu'alors qu'il suffisait d'attendre tout simplement des élections un an après, on a et d'une évidence un coup d'État qui a été préparé, mais dans quel pays on accepterait que 3 ministres soient naturalisés la veille pour être ministres le lendemain du pays, puisque je rappelle quand même qu'à un moment on avait le ministre de l'économie, enfin on avait 3 ministres du gouvernement, dont le ministre de l'économie qui était un ancien fonctionnaire du département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain. Et quand on nomme ministre de l'économie un ancien fonctionnaire du ministère américain, quand on a le fils du vice-président américain qui est co-responsable de la société pétrolière ukrainienne, bref, nos alliés, les intérêts qui sont défendus par l'Ukraine à ce moment-là, c'est plus ceux des États-Unis que ceux de l'Europe. Et l'Europe, une fois de plus, fait preuve d'une grande naïveté ou d'une grande bêtise, mais souvent ça se rapproche. Et résultat, je veux dire, on est aujourd'hui dans une spirale en Europe qui a été enclenchée par cette révolution, où on a réussi à créer à nouveau une sorte de mur, de rideau de fer artificiel, où désormais on a à nouveau la séparation, les Russes les méchants, les Américains les gentils, et nous on ne sait plus si on est ni méchant ni gentil, enfin bon bref, ça devient pathétique. Voilà, et où finalement on se retrouve à l'insu de notre plein gré, comme diraient certains coureurs cyclistes, embrigadés dans une série de sanctions économiques dont on ne sait pas sortir, parce que tout simplement, je rappelle qu'on n'a pas le courage de sortir. Voilà, puisque en réalité, pour sortir de ces sanctions économiques, il suffirait simplement que l'unanimité ne soit plus présente au niveau européen. Voilà, je constate que quand la Grande-Bretagne tape du poing sur la table et demande la révision de certaines règles européennes, on cède et on les applique. Si demain on voulait vraiment que les sanctions soient levées, c'est très facile, il suffit de dire qu'on ne le veut plus, et dans ce cas-là, il n'y a plus l'unanimité. Et je fais une parenthèse toute bête pour vous donner une date, comme je l'ai fait tout à l'heure au dialogue franco-russe, dont je salue le directeur, M. Trubetskoy, qui est là-bas au fond à droite et pas à l'extrême droite. Pour dire simplement, je vous invite à regarder cette date, et puis si vous avez des députés, à leur mordre les fesses tous les jours, c'est que le 28 avril, avec certains collègues, dont Nicolas Dhuicq qui est ici, on a réussi à faire en sorte que pour la première fois, on inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale un texte sur la levée des sanctions avec la Russie. Qui pour ceux qui connaissent l'ordre, enfin la procédure parlementaire est un peu une petite surprise, puisque grâce ou à cause du général de Gaulle, l'ordre du jour de l'Assemblée est de la compétence de l'exécutif, sauf que depuis Philippe Seguin, on a désormais une journée tous les 6 mois, c'est ça je crois, oui, à peu près. Voilà, une journée tous les 6 mois qui est réservée à l'opposition, puisque l'opposition tous les 6 mois a droit à ce qu'on appelle le vocabulaire parlementaire, et par moment imagé on a droit à une niche. Et donc la niche des Républicains sera utilisée suite à la pression qu'on a fait avec un certain nombre de collègues pour présenter la résolution que nous avons écrite qui concerne la levée des sanctions avec la Russie.
Je pense que le pire, c'est qu'on peut gagner, parce que je vais vous dire, moi je me souviens d'avoir gagné contre mon ministre du budget, qui s'appelait à l'époque Jean-François Copé, qui depuis me voue un amour éternel. Quand il s'agit, c'est d'une histoire qui n'a rien à voir avec de TVA, de restauration, mais parce qu'en réalité, le vote sera le jeudi matin. Je le redis à ce que j'ai dit à M. Orloff, l'ambassadeur Orloff, le vote sera le jeudi matin, c'est-à-dire qu'au maximum, il y aura 200 députés. Et pour reprendre une conception léniniste, c'est plutôt celle des minorités agissantes qui commandent dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut en réalité que les députés qui le veuillent vraiment soient présents, surtout que le vote sera le matin. Voilà. Quoi? Mais oui, je suis un bolchevique, tu ne le savais pas. Et donc, je le dis entre parenthèses, si vous avez les députés qui sont dans votre entourage, dites-leur simplement le jeudi 28 avril d'être présents dans l'hémicycle, parce que ce sera la première fois qu'il y aura un vote là-dessus et on peut gagner par défaut. Voilà. Je referme la parenthèse. Il faut bien que de temps en temps on fasse des campagnes électorales, mais là c'est pas pour moi, c'est pour un texte qui à mon avis est intéressant. Bref, on se fait entraîner dans ces sanctions où aujourd'hui on ne sait plus comment en sortir, parce que l'éternel problème des sanctions, c'est qu'en général on y rentre dans l'enthousiasme, après on y reste, on ne sait plus pourquoi, et on en sort en attendant que les Américains le veuillent bien. Et en réalité, on est exactement dans cette turbine, sauf si le gouvernement français, par miracle, on ne sait jamais, Hollande, traumatisé par les élections qui approchent, pressuré par les députés qui ont la trouille de perdre leur siège, ou les agriculteurs, peut avoir un sursaut d'audace, de lucidité, ou je ne sais pas quoi. Mais bref, voilà. Donc pour finir sur l'Europe, je pense qu'on a, avec la Russie en ce moment, un certain nombre d'intérêts communs, pas tous, soyons honnêtes, parce qu'on a quand même des systèmes très différents en termes de normes, en termes de... qui sont bonnes ou mauvaises. Je veux dire, des deux côtés, il y a des conditions historiques qui font que dans les deux systèmes, il y a des choses qui sont bonnes ou mauvaises, mais la pire des choses, c'est de ne pas vouloir les rapprocher. Voilà, moi j'avais été chargé il y a 3 ans à la Commission européenne, enfin la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale, d'un rapport sur l'Europe et la Russie. Et à l'époque, je me souviens à Bruxelles, quand j'avais dit où est-ce qu'on en est du renouvellement de la traité, c'était avant les affaires ukrainiennes. Où est-ce qu'on en est du traité avec la Russie qu'on devait renouveler? À l'époque, tout le monde m'a dit c'est pas d'actualité. En réalité, tout le monde s'en moquait. Voilà. Je pense d'autre part, donc je dis sur l'Europe, on a des intérêts communs évidents. On a des intérêts communs évidents et à terme, je pense que si au-delà des questions de communauté européenne telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui, c'est évident que que la Russie a sa place dans l'Europe. Après, on peut avoir une place dans l'Europe avec des accords d'association et des accords de partenariat, sans forcément adopter la norme 627 sur je ne sais quoi. Deuxièmement, dans le monde, je pense qu'on a des intérêts communs. J'ai la chance, après avoir été pendant 20 ans député du Vaucluse, où j'avais 49 communes, de passer député des Français de l'étranger, où j'ai 49 États. Voilà. Et à l'époque, quand j'allais du Mont Ventoux à Bolène, je trouvais ça très long, ça prenait 1h30. Maintenant, quand je vais au Vanuatu, ça me prend 27 heures de vol, et finalement, je dors bien. Donc, mais l'avantage d'être député des Français de l'étranger, c'est que ça remet un peu les idées en place, et que surtout, ça fait voir que le monde entier bouge, que le monde entier, surtout en Asie, sait défendre ses intérêts, et que nous, on défend des principes généreux, mais qui en réalité sont contre nos intérêts. Et donc, je pense que dans ce monde du 21e siècle, on est les gros naïfs, et que d'autres ont pour politique quelque chose d'horriblement grossier, c'est qu'ils défendent leurs intérêts. Voilà. Et que nous, on n'ose plus aujourd'hui défendre nos intérêts. Donc simplement, pour finir, je veux dire, sur le monde, le hasard fait qu'avec Nicolas Dhuicq, qui est ici, nous étions ce week-end, parce que c'était le week-end de Pâques, au départ on y est allé pour la messe de Pâques, ce week-end au Moyen-Orient, mais c'est une bonne illustration, parce que je pense qu'au Moyen-Orient, on a l'exemple type de deux politiques qui se sont, pas affrontées, mais qui se sont juxtaposées. À savoir une politique occidentale qui, comme d'habitude, s'appuyait sur des grands principes, des grandes résolutions, de beaux alliés et qui veut tout faire à la fois. Et résultat, depuis 2 ans, on a une coalition occidentale qui n'a obtenu aucun résultat. Aucun résultat, malgré la qualité de nos aviateurs, malgré, etc. Quand on a nos propres objectifs et que notre but c'est bombarder Raqqa parce que, hélas, il y a eu un attentat, etc., c'est bien, mais ça ne fait pas gagner une guerre, ça fait un symbole. Et les symboles, par moments, c'est pratique, mais il faut aussi, par moments, le travail de terrain. La seule différence, c'est que nous, pendant 2 ans, quand je dis nous, j'inclus bien sûr les États-Unis, Grande-Bretagne, France et puis un certain nombre d'autres pays, on a été présents sur le terrain, mais que les résultats ne sont pas là. La première fois que nous sommes allés l'avant-dernière fois où nous sommes allés avec Nicolas en Syrie, c'était en novembre.
où, soyons honnêtes, le président Assad et le gouvernement syrien étaient mal. Oui. C'est un euphémisme pour dire qu'il était très mal. Voilà, 5 mois après, puisque nous y étions là, les choses avaient complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a répété 5 fois, la Russie était arrivée et la Russie faisait la guerre, point final. C'est-à-dire quand on fait la guerre, on fait pas, on regarde quels sont les alliés sur le terrain, et pour gagner une guerre, il faut des troupes sur le terrain. Et si on ne veut pas envoyer des soldats français, monsieur mon général, il faut se servir des gens qui sont sur place, ou alors il faut dire qu'on est prêt à perdre des hommes avec tout le danger que ça peut avoir, parce qu'envoyer des troupes occidentales sur un territoire musulman, ça se transforme rapidement en guerre de religion. Les Russes ont réussi quand même à tout de suite avoir une vraie politique, c'est-à-dire une politique de soutien, comme nous l'a dit le président à plusieurs reprises, de soutien de l'armée régulière au sol, et avec l'appui air, avec le renseignement, on arrive au résultat qu'on constate, c'est-à-dire qu'en 5 mois, le sort de la guerre a complètement changé en Syrie. La prise de Palmyre, c'est symbolique, mais c'est 40% du territoire qui a été repris. C'est ça qui est important. Je veux dire, bon, par moment, il faut des symboles dans une guerre. Et je le répète, le hasard a fait qu'on était là quand Palmyre est tombé. Mais la réalité, c'est que 40% du territoire a été repris. C'est que quand on fait de la politique étrangère, on pense à ses intérêts et pas uniquement aux grands principes. Et que finalement, la Russie a fait ce qu'aurait dû faire l'Occident depuis longtemps. Voilà. Parce qu'à force de vouloir tout faire à la fois, on n'arrive à rien faire. Je passe mon temps depuis 24 heures à me taper des débats à télé où on m'explique qu'il faut à la fois lutter contre Daesh, contre Assad, contre je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi, et qu'en réalité, à force de vouloir se battre sur tous les fronts, on finit par en gagner aucun. Voilà. Et qu'au moins, côté russe, ben là aussi, je pense qu'on a des intérêts communs, parce qu'on a un ennemi commun aujourd'hui qui, à mon avis, est l'intolérance incarnée par l'islamisme, j'allais dire militant, intransigeant et cohérent de certains, je dis bien, et que finalement, il n'y a pas d'autre solution que le combattre frontalement, et que tout terroriste, tout djihadiste éliminé en Syrie est toujours un risque de moins pour la France. Voilà, point final. Après, le reste, c'est... Et au moins, je trouve que dans ce dossier-là, eh bien, la Russie, je ne sais pas si c'est notre meilleur allié, mais en tout cas, la Russie a défendu ce que la France aurait dû défendre. Absolument, très bien. Voilà. Et... J'ai été beaucoup plus long que prévu, dans 7 minutes avec Nicolas Dubik, on doit retourner au Parlement. Voilà, non. Ah bon? Ben oui. Ben oui, on a. Ben, peut-être dans 10 minutes, il va prendre le micro si tu le proposes après. Voilà, donc. Qui va défendre ses idées là, aux Républicains? C'est pas un dîner politique. Non, mais bon, si vous voulez, on le refait. Après, on est un certain nombre à avoir des choix ou à avoir fait le. Voilà, mais. Donc, en conclusion, moi, ce que je pense. Je ne sais pas si c'est un allié ou pas, mais je le répète, je pense qu'avec la Russie, on a beaucoup de points communs, qu'on a des intérêts communs, et au risque de sembler un grossier personnage, je pense que la politique étrangère, c'est basé sur des intérêts communs. Voilà. Et qu'en réalité, j'adore la politique de toutes les ONG, de tous les médias, etc. Mais malheureusement, quand il y a de la casse, ce n'est pas souvent eux qui en payent le prix. Et c'est souvent la population de base qui en paye le prix. Et notre meilleur allié, pour moi, c'est quelqu'un qui défend les mêmes principes. Je pense qu'aujourd'hui, les dangers de l'Europe et de la France, c'est effectivement d'abord la montée de la radicalisation du terrorisme à base islamique, il faut être très clair, que c'est la montée de l'immigration aujourd'hui qui est sans commune, sans limite, parce qu'on est quand même en Europe le seul espace au monde à ne plus défendre ses frontières, ce qui est quand même hallucinant, et qu'en réalité, nos intérêts sont communs, en espérant que le jour où l'Europe le réalisera, il ne sera pas trop tard. Voilà, c'est pour ça, à titre personnel, comme d'autres au Parlement, on n'est pas des inconditionnels de la Russie, parce qu'on est avant tout, monsieur le ministre conseiller, député français, vous m'excuserez, mais par moment, je pense que quand les intérêts de la France et de la Russie sont communs, je n'ai aucun scrupule à les défendre, quels qu'en soient les bien-pensants, à une exception près, c'est le match de foot de ce soir où j'espère qu'on vous battra. De métier quand même. Oui, bien sûr. Moi, je voudrais vous donner quelques raisons d'aimer la Russie. La première chose, c'est de vous souvenir que la Russie nous a sauvés à 3 reprises. Elle nous a sauvés une première fois lors de l'invasion mongole, qui a été l'événement le plus important du continent eurasiatique, avec une déferlante que nous n'aurions pas pu arrêter, qui a bouleversé tous les mondes de l'islam
qui a été arrêté et absorbé. Le deuxième moment, c'est la Première Guerre mondiale. À quelques exceptions, la Première Guerre mondiale, pardon, à quelques exceptions près, pas un village de France qui n'ait pas perdu un de ses enfants. Or, le tsar a répondu présent. Il a envoyé des hommes à l'ouest, mais il a aussi lancé une offensive à l'est qui a bloqué quelques divisions aux mains du célèbre Ludendorff en particulier. Nous avons retrouvé en 1918 face à nous et qui là aurait pu gagner, parce que contrairement à ce qu'on imagine, l'Allemagne dans sa dernière offensive, avec les techniques modernes, pouvait percer le front. Et puis la troisième fois, c'est les 26 millions de morts de la Grande Guerre patriotique. 26 millions de morts, en comparaison, les États-Unis d'Amérique vont perdre 500 000 combattants. Voilà la proportion du prix du sang qui a été payé par la Russie et ses enfants, avec un rôle particulier, que je tiens à souligner, des femmes russes, que je salue ici. C'est la deuxième raison d'aimer la Russie, parce que, mesdames, elles savent garder leur féminité, et c'est une grande revanche, la féminité en Russie. Comme en Syrie, je tiens ici à saluer les femmes syriennes, parce que ce sont elles qui, après Soudair, Brejnev et Eltsine, ont tenu le pays. Et en même temps, je pense à ces femmes snipers qui ont combattu brillamment avec cette chose terrible qu'est la guerre, le rapport entre la beauté et la mort qui est donné à distance. Donc ça, c'est vraiment des raisons majeures. Troisième point, la Russie, pour moi, c'est un empire dès le commencement multiculturel. La France est un royaume. Un royaume, c'est un roi, une nation, une foi. Donc nous sommes parfaitement complémentaires entre l'empire et le royaume. Ensuite, nous avons des intérêts communs. D'abord, nous avons besoin de matières premières. Nous avons besoin de terres rares. Nous avons besoin d'hydrocarbures. Et nos chers alliés américains nous chassent d'Afrique de l'Ouest quand les Chinois préemptent toutes les matières premières de la zone Pacifique. Plus grande mine de cuivre, chinoise, Afghanistan. Nouvelle-Calédonie, terre française. Dans la Nouvelle-Calédonie, grande mine de nickel chinoise. Dans la partie soi-disant kanak, il y a des néo-calédoniens, vous savez bien que ce terme n'est pas approprié, je veux dire le terme de kanak. Pendant ce temps-là, se préoccupe-t-on-nous du canal du Mozambique, avec des possessions françaises à proximité des découvertes de pétrole? Se préoccupe-t-on des nodules polymétalliques qui sont au fond du Pacifique? Non. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Nous précipitons les Russes, par défaut, dans les bras de la Chine, avec une crise démographique majeure, alors que notre avenir se joue en Sibérie. C'est là une question rationnelle sur laquelle nos dirigeants devraient se pencher, parce que si l'on nous coupe l'accès aux matières premières, eh bien nous disparaîtrons de l'histoire, parce que nous n'aurons plus les moyens de faire tourner notre économie et de maintenir notre niveau de vie. Donc il y a des défis démographiques, des défis stratégiques. Je voudrais attirer votre attention sur un danger aujourd'hui. La presse anglo-saxonne est partie d'une propagande extrêmement forte, faisant passer finalement l'armée de la Fédération pour l'équivalent de l'armée de l'Union soviétique. Je vous donne un exemple. Je suis à Toulon il y a quelques mois, sur la frégate antiaérienne Jean Bart qui revient du Golfe. Le Pacha me montre une carte radar qui, du Bosphore au détroit d'Ormuz, montre 300 aéronefs américains en même temps en l'air. Drones, avions de combat, ravitailleurs en vol, chasseurs, avions de guerre électronique. Pour avoir 300 aéronefs en vol, il faut peut-être en avoir 2 ou 3 fois plus au sol. Et on a fait du bruit pour 50 appareils de combat russes. Qu'ont fait les appareils de la dite coalition? Nous avons fait des frappes dans la profondeur des dispositifs ennemis, avec des cibles précises, pour limiter les victimes civiles, ce qu'on appelle publiquement les dégâts collatéraux. Par rapport aux camions, en prenant même la peine de polluer le minimum, parce que nous nous souvenons de la première guerre du Golfe, vous savez que Saddam Hussein avait mis le feu au puits de pétrole, il y en avait eu un désastre écologique, et en prévenant les chauffeurs qui sont des civils. Mais qu'en fait l'aviation russe? Premier point, elle a redonné la liberté de manœuvre à l'armée d'Assad, parce qu'elle a redonné la supériorité aérienne, donc la capacité de mouvement. L'espace aérien syrien était dominé par les États-Unis d'Amérique, purement et simplement. Et puis elle a fait de l'appui-feu. Parmi les islamistes, il faut savoir qu'il y a peut-être 40 000 combattants étrangers sur la terre syrienne. Si ça avait été réellement une révolte, ce serait déjà réglé. Simplement, vous avez 10 000 Tchétchènes qui sont des combattants extrêmement durs, extrêmement aguerris. Je rappelle que quand les tankistes russes sont arrivés,
ils ont trouvé des otages, des femmes et des enfants accrochés aux barricades par les Tchétchènes pour la guerre de Tchétchénie. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tankiste et que vous voyez une femme et un enfant sur une barricade? Vous ne tirez pas, dans ce temps-là, vous recevez dans le dos et partout les RPG-7 et vous mourrez au combat sans pouvoir vous battre réellement. Ceci n'a jamais été dit en Occident comme la terrible affaire des enfants de Beslan, où est arrivée une journaliste du Figaro, 3 heures après, au moment où les derniers islamistes étaient retranchés, qu'il fallait l'appui des blindés. Traduction occidentale, Poutine tire sur son peuple. Et aujourd'hui, on vous fait cette désinformation permanente sur la dissymétrie supposée des forces, alors qu'en réalité, les États-Unis d'Amérique représentent presque 50% des dépenses militaires du monde entier. Vous avez vu l'opération des missiles de croisière. En réalité, le nombre de bateaux de la flotte russe capable de lancer des missiles de croisière est assez réduit. Pardon mon général, mais pour faire une armée de terre, il faut 10 ans, une armée de l'air 20 ans, une marine c'est 30 ans. C'est l'arme la plus technique, la plus difficile à mettre au point qui soit, et c'est l'arme de souveraineté essentielle. Souvenez-vous, plus de 90% de nos approvisionnements arrivent par voie maritime. C'est la maritimisation du monde. Si nous n'avons pas de flotte, nous sortirons également de l'histoire. De l'autre côté, un seul destroyer américain de la classe Harry Burke, plusieurs dizaines de bateaux en service dans la marine américaine. Si vous ne mettiez dans les silos de lancement verticaux que des missiles de croisière, ce que vous ne faites pas, parce que vous mettez des missiles antiaériens, vous mettez des missiles anti-sous-marins, etc., ce bateau seul, quasiment, aurait toute la puissance de feu des seuls 8 bateaux russes en état actuel de lancer ce type de missiles de croisière. Voilà la disproportion des forces. Or, j'attire votre attention, vous allez entendre dans les semaines qui viennent, par la presse anglo-saxonne, l'idée que nous retournerons 20 ou 30 ans en arrière quand on attendait l'été 62 par la trouée de Fulda. Nous sommes très loin de cette situation. La guerre moderne coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et elle nécessite beaucoup de temps pour être pratiquée. Quant à l'Ukraine, une seule chose, il n'y a jamais eu de roi ou d'empereur d'Ukraine. Simplement, souvenez-vous que le plan stratégique du Deuxième Reich et de l'Empire d'Autriche-Hongrie était le même que celui de M. Brzezinski. Pour empêcher l'histoire de revenir en Russie, la Russie plutôt de réintégrer l'histoire, de rester une puissance, il faut lui arracher un cœur qui est l'Ukraine. Donc c'est une véritable guerre civile. Quant à l'armée ukrainienne, elle a déjà été largement étrillée sans qu'il y ait besoin que la Russie n'intervienne directement. Manque d'entraînement, manque de doctrine, manque d'équipement, emploi malencontreux des forces, ils ont déjà perdu la guerre largement. Voilà quelques éléments de réalité. Sur la Syrie, souvenez-vous, quand vous parlez de la Syrie, vous adressez à des gens qui, avant d'être druzes, avant d'être alaouites, avant d'être ismaélites, avant d'être chrétiens, sont syriens. La Syrie est un État laïque, la Syrie est une nation. C'est ce que je remarquais tout à l'heure à la télévision sur la chaîne Elsie. On montrait un patriarche, je crois orthodoxe, à Alep, et à l'entrée du portail qui gardait l'église, vous aviez un écusson avec les armes de la République arabe syrienne. C'est un symbole extrêmement fort. Souvenez-vous, que font les Américains depuis 20 ou 30 ans? Ils veulent redessiner la carte du Proche et Moyen-Orient sur des présupposés ethnico-religieux. Quand nous avons évoqué avec M. Assad la question des Kurdes, ceux-là même qui demanderaient dans l'opposition dite modérée, je rappelle que dans l'opposition modérée, la fameuse armée syrienne libre a justement été décapitée très volontairement des Ismaélites, considérés naturellement comme hérétiques. Il n'y a donc pas pour moi d'autres armées laïques et non islamistes que l'armée de M. Assad. Et je ne dis pas que tous les Syriens de l'opposition ont un amour farouche de M. Assad, sauf que souvenez-vous que Bachar n'est pas son père, et d'ailleurs pour être biblique, si vous avez lu les Proverbes, vous saurez qu'on ne doit pas accuser le fils des fautes du père, et inversement. Et tous les journaux sont restés sur l'idée que nous avions affaire à Hafez el-Assad, et non pas à Bachar, dont le frère est mort, et qui a dû prendre les rênes de son pays. Et si Bachar était si détesté que cela et si sanguinaire que cela, il serait déjà tombé, alors qu'à Damas, les fonctionnaires sont payés, et contrairement au Liban voisin, eh bien les poubelles sont relevées. Puisque à l'heure actuelle, vous savez que le Liban n'a toujours pas de président,
et qu'à Beyrouth, les poubelles ne sont toujours pas récoltées. Donc cette politique folle nécessiterait que le pays retrouve des élus qui aient un minimum de culture historique, qui aient un minimum d'ambition pour le pays. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Oui, les nations et les États n'ont que des intérêts communs, mais je crois que nous avons tout intérêt à aimer la Russie, parce que si nous n'aimons pas la Russie se tournera vers d'autres horizons. Et lorsqu'il s'agira d'aider à développer son économie, lorsqu'il va s'agir de reconstruire la Syrie une fois la paix revenue, eh bien nos entreprises françaises se trouveront gros gens comme devant, ils n'auront plus les marchés. Et à ce moment-là, moi je continuerai à avoir des paysans qui se suicident, parce que rien que la filière du porc breton, c'est 150 millions d'euros de pertes, et pour l'agriculture, c'est sans doute 1 milliard d'euros de pertes. Voilà pourquoi, avec Thierry, la seule chose que vous puissiez faire pour nous aider pratique, c'est que si vous avez un député socialiste sur votre circonscription, ça arrive, pareil, allez le voir. Si vous pensez qu'il est à peu près cérébré et intelligent, pour lui rappeler que la France est une puissance agricole, possédée aujourd'hui par l'Allemagne, parce que ça devrait nous inquiéter. L'Allemagne est passée numéro 1 en matière de protéines animales sur le continent européen. Et si vous ajoutez la loi de M. Le Foll de 2014, la nouvelle politique agricole commune et le TAFTA, vous avez une arme redoutable pour détruire notre agriculture, alors que la première des souverainetés d'un pays, c'est ce que ses citoyens ont dans son assiette. À partir du moment où vous mangerez des produits cultivés et produits par d'autres, vous deviendrez des esclaves de cette puissance extérieure. Il suffit de regarder les livraisons de blé sur le bassin méditerranéen pour comprendre les enjeux de puissance. Voilà, on vous remercie de votre attention avec Thierry. Je salue le camarade Yvan, le camarade Christian. Merci. Et oui, parce que personne n'a le monopole ni du cœur, ni des couleurs, ni des mots. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Mes collègues ont évoqué le sujet qui concerne les relations entre la France et la Russie, si la Russie est alliée de la France. Tout d'abord, je dois vous dire que malheureusement, ces derniers temps, en Russie, les gens se sont souvenus de cette phrase très connue d'Alexandre II, que la Russie ne possède que deux alliés, l'armée et la marine. Donc aujourd'hui, on peut ajouter aussi les forces aériennes, ce que les événements en Syrie ont démontré de façon spectaculaire. Très franchement, moi, je ne partage pas cette analyse trop pessimiste. Je suis sûr et certain que nous pouvons être alliés, et finalement que nous sommes alliés, même aujourd'hui, quand nous traversons une période assez compliquée et difficile. À vrai dire, nous vivons tous aujourd'hui les changements majeurs dans le monde, peut-être les changements les plus importants après la désagrégation de l'Union soviétique en 1991. Ces changements concernent nous tous. Mais tout d'abord, ces changements concernent la répartition des forces dans le monde. Parce que ces 25 ans après la disparition de l'Union soviétique ont démontré que le monde unipolaire ne marche plus, que le monde devient vraiment multipolaire. Et même les événements en Syrie le démontrent, parce que regardez ce que se passe là-bas. Il paraît que les États-Unis ont presque perdu l'intérêt. Leurs alliés traditionnels ne les écoutent plus. Chaque pays important de la région prétend de devenir une puissance régionale et mène sa propre jeu. Cela concerne la Turquie, cela concerne l'Arabie saoudite, cela concerne l'Iran qui revient sur la scène internationale, cela concerne l'Égypte qui veut occuper son propre rôle dans la région. Donc partout dans le monde, il y a des pays émergents qui, il paraît, ne veulent pas être contrôlés par qui que ce soit. En Amérique latine, il y a un géant économique, le Brésil. La Chine est devenue la deuxième et peut-être demain la première économie du monde. L'Inde a dépassé déjà 1 milliard d'habitants et progresse du point de vue économique de façon spectaculaire. La Russie revient sur la scène internationale, même si nous connaissons évidemment
pas mal de problèmes, et finalement nous continuons à traverser le désert. On n'a pas encore passé cette période transitoire qui dure toujours. Mais posez-vous la question, où est l'Europe dans cette situation géopolitique? Je dois vous avouer que pour nous, l'Europe reste toujours notre partenaire numéro 1. Parce que la Russie se considère tout d'abord comme un pays européen, même si notre aigle bicéphale qui s'est installé sur l'armoirie de la Russie depuis 1000 ans regarde vers l'Est et vers l'Ouest. C'est vrai. Et ce dernier temps, nous tissons des liens privilégiés avec les pays asiatiques, justement parce que nous avons vu que parfois les illusions nous quittent. Mais quand même dans cette situation, l'Europe reste pour nous l'acteur majeur, primordial, surtout dans le domaine économique. Et nous voulons voir en Europe un acteur non seulement puissant, uni, mais surtout indépendant. Ce qui n'est pas le cas, selon notre analyse aujourd'hui. Nous sommes profondément convaincus que cette crise dans nos relations avec l'Occident collectif, et l'Europe notamment, a été imposée à nous tous. Imposée par une force tierce qui a ses propres intérêts dans ce refroidissement qui dure déjà trop longtemps. Ce refroidissement ne correspond pas aux intérêts vitaux de nos pays et de nos peuples. Nous sommes vraiment chagrinés de voir que l'Europe n'est pas capable de parler de l'autre voie et de voie indépendante. Nous constatons que cette Europe de 28 pays est coincée. Les pays qui veulent développer les relations et le partenariat mutuellement avantageux à la Russie sont coincés parce que certains nouveaux membres de l'Union européenne peuvent bloquer toute tentative d'améliorer les relations, de sortir de cette crise d'aujourd'hui. Et nous sommes persuadés que cela ne correspond pas à nos intérêts, communs. Nous avons perdu plusieurs de nos illusions ces dernières années. Nous avons un goût très amer après avoir eu tant d'espoir au début des années 90. Aujourd'hui, nous avons l'impression que ce mur de Berlin, qui a été détruit, à vrai dire, n'a pas été détruit, mais reporté vers l'Est. Parce que personne ne peut pas nous expliquer pourquoi cet élargissement de l'OTAN continue sans arrêt. Et nous voyons qu'après l'entrée, ou plutôt le futur et l'imminente entrée du Monténégro dans l'Alliance Atlantique, comment voulez-vous que nous expliquions à notre population que cet élargissement ne nous concerne pas? Évidemment, à Bruxelles, on nous explique que évidemment, la Russie ne représente pas danger pour l'OTAN, mais quand même, l'OTAN, ce n'est pas une organisation non gouvernementale avec des buts non lucratifs. C'est une alliance militaire le plus puissante dans l'histoire de l'humanité. Et cette alliance militaire s'approche petit à petit, mais il s'approche vers les frontières de la Fédération de Russie. Et il y a pas mal de membres de cette alliance qui veulent voir parmi les membres de cette organisation l'Ukraine, la Géorgie et pourquoi pas demain la Biélorussie, l'Arménie, tandis que jamais l'OTAN n'a déclaré par exemple de façon solennelle que la Russie est bienvenue au sein de cette alliance. Évidemment, je ne pense pas que la Russie accepterait un jour cette invitation, mais quand même, ça serait une démarche assez forte et spectaculaire, qui pourrait peut-être changer notre avis. Mais jamais on ne dit pas ça. Au contraire, je répète, les infrastructures de l'Alliance sont de plus en plus présentes sur les terres qui sont déjà à quelques centaines de kilomètres de la Russie. Nous traversons cette période difficile dans tous les domaines, y compris dans le domaine économique. Je ne peux pas ne pas évoquer le facteur des sanctions qui ont effectivement un effet néfaste sur les relations économiques et commerciales entre
plusieurs pays européens, la Russie, mais surtout pour la France. En tout cas, la France fait partie de ces pays qui ont vraiment beaucoup souffert de l'imposition de ces sanctions et des mesures respectives de la Russie. Pourquoi? Parce que nos relations économiques et commerciales étaient exemplaires il y a encore quelques ans. La commerce bilatéral a fait des chiffres records. Disons, un an avant le début de ce refroidissement entre l'Occident et la Russie. Les Français, les industriels français sont très présents en Russie et cette crise que nous connaissons tous aujourd'hui ne leur complique pas la vie. Et même dans cette situation, nous constatons qu'aucune des grandes sociétés françaises n'a pas quitté le marché russe, donc ils sont tous restés chez nous, même si leur travail a été vraiment compliqué par les sanctions, par nos mesures en réponse, et surtout dans le domaine financier. Parce que si dans certains secteurs de l'économie nous continuons à coopérer, il y a un secteur qui a été surtout endommagé avec l'agriculture, c'est le secteur financier. Parce que les banques françaises, surtout après cette histoire avec BNP Paribas et Crédit Agricole, si je comprends bien, ils ont tout simplement peur d'investir dans l'économie russe. Ils ont peur des mesures, des restrictions, des pénalités de la part de la justice américaine. Donc voilà, la période n'est pas très favorable au développement des relations, mais nous restons tous ceux qui s'occupent, qui contribuent à l'approfondissement et à l'amélioration des relations entre la France et la Russie, nous sommes tous plutôt optimistes, parce que même après le début de cette crise, le dialogue franco-russe ne s'arrêtait jamais. Il était toujours très dense, très actif, grâce à la participation active de la République française dans les recherches de l'issue de cette crise ukrainienne. Grâce, disons, à cette expérience et à toutes ces traditions des contacts et du dialogue approfondi, très ouvert, que nous avons construit ensemble depuis, je dirais, 1999, plutôt 2000, quand le président Poutine est venu pour la première fois en France en mois de novembre, avec sa première visite officielle après être nommé président de la Russie. Depuis ce moment, on a connu beaucoup de succès. On a parlé, et on parle toujours du partenariat stratégique entre nos pays. Donc, même aujourd'hui, le dialogue ne s'arrête pas. Même aujourd'hui, les échanges continuent. Nous parlons, nous dialoguons. Et il y a quelques jours, ou plutôt plus concrètement le 19 mars, j'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie solennelle de la pose de la grande coupole sur la cathédrale de Trinité, qui fait partie de ce centre spirituel et culturel russe sur le quai Branly. C'est un événement significatif dans l'histoire de nos relations, comparable, selon notre analyse, avec la construction du pont d'Alexandre III à Paris. C'est quelque chose d'inimaginable pour nous. Même aujourd'hui, nous ne croyons pas comment nous avons réussi avec le concours de nos amis français, de réaliser ce projet. En tout cas, le projet, il est réalisé à 96%, à 94-96%. L'église est absolument magnifique. L'église qui se trouve non loin de Tour Eiffel, vraiment c'est un symbole de la qualité des relations entre la France et la Russie. C'est le symbole de l'amitié traditionnelle qui unissait toujours nos deux peuples. Monsieur le député a mentionné, il a cité 3 cas quand la France a été sauvée par la Russie. Donc, si vous permettez, je peux ajouter quatrième exemple, quatrième cas. C'était au moment du congrès à Vienne, quand plusieurs des alliés russes dans la lutte contre l'empereur Napoléon Bonaparte ont voulu vraiment déchirer la France.
c'est l'empereur Alexandre Ier qui a fait tout le nécessaire, tout le possible pour éviter ce destin pour la France. Donc évidemment, les exemples qui prouvent cette amitié traditionnelle entre nos deux pays sont innombrables. Et nous sommes heureux de célébrer chaque anniversaire important. Et cette année, nous en avons plusieurs. Parce que cette année, nous célébrons, par exemple, le 50e anniversaire de la signature de l'accord sur la coopération entre l'Union soviétique et la France dans le domaine spatial. C'était un moment très fort à l'époque. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de la visite d'État du président de Gaulle en 1966. Cette année, nous célébrons le centenaire de l'arrivée en France du corps expéditionnaire russe qui a fait la guerre côte à côte de ses frères d'armes français pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est juste quelques exemples qui me viennent en tête et ça ne concerne que cette année en cours. Donc voilà, pour terminer, je peux répéter que nous sommes profondément optimistes. Nous sommes persuadés que les relations entre nos deux pays ont un très grand futur, un très grand avenir. Et nous, les autres diplomates russes à Paris, nous n'allons pas ménager nos efforts pour que ce moment compliqué soit surmonté au plus vite possible et pour que nous puissions continuer le développement de nos relations dans tous les domaines, dans les domaines économiques, commercial, militaire, politique et surtout culturel. Donc voilà, sachez que la France occupe un cœur spécial dans le cœur de chaque homme russe, ça il faut reconnaître. Vraiment, vous pouvez arrêter n'importe quelle personne à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou à Ekaterinbourg, vous dites la France, il va vous donner plusieurs mots, plusieurs idées, plusieurs exemples qui vont venir dans sa tête immédiatement, parce que nous sommes très très liés, nos deux nations. Et voilà, je suis encore une fois très content d'être parmi vous parce que là, je sens vraiment que je suis parmi des amis. Nous sommes vraiment prêts et nous sommes capables de parler avec l'audience moins amicale et plus hostile. Mais aujourd'hui, évidemment, il est très confortable pour moi de prononcer ces quelques mots devant vous parce que je me sens parmi des amis. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Pendant 70 ans, l'Église a été chassée du terrain social et culturel du pays. Elle n'a pas été interdite, mais elle a connu vraiment des moments très très difficiles, surtout au début des années 20, dans les années 30, et uniquement après le début de la Deuxième Guerre mondiale, ou la Grande Guerre patriotique, où Staline, ce tyran et dictateur, il a bien compris que la situation est si compliquée qu'il faut utiliser tous les moyens possibles, il faut utiliser toutes les opportunités pour unir la nation. Une question sur l'existence du pays qui s'est posée, et non seulement du pays, mais de la nation, tout simplement. Parce que l'ennemi était vraiment absolument horrible et affreux. Donc, c'est le moment quand il a compris qu'il faut faire revenir l'Église au peuple, en quelque sorte. Même si l'Église se trouvait sous contrôle de l'État, c'était le moment où les églises ont ouvert ses portes et les gens, je ne peux pas vous dire qu'ils sont venus en masse parce que l'idéologie communiste n'a pas disparu, mais quand même on a permis aux gens qui avaient besoin
d'avoir ce lien spirituel avec l'Église, on les a donné cette possibilité. Donc depuis ce moment, l'Église se trouvait toujours dans un état très dur et difficile, jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Mais quand même, c'était déjà pas l'enjeu. En tout cas, on n'exécutait plus des prêtres, des moines comme immédiatement après la Révolution. Et quand même, le vrai essor de l'Église orthodoxe a commencé après le changement dramatique du système politique, quand l'idéologie communiste a été balayée par les événements, et cette vie idéologique a été remplie, y compris par ce sentiment religieux qui est revenu, qui était rené. C'est une vraie renaissance de l'Église orthodoxe qui continue aujourd'hui. On construit des églises, les gens ont vraiment cette nécessité de venir de temps en temps à l'église, même si les chrétiens vraiment pratiquants ne sont pas si nombreux que ça. Et en même temps, ce retour de l'église est en quelque sorte phénoménal, parce que quand il y a de temps en temps, on organise des pèlerinages, ou de temps en temps, il y a des choses sacrées qui sont emportées en Russie pour donner la possibilité aux croyants de les voir, de les toucher, etc. Donc vous pouvez constater des files d'attente où vous pouvez passer des heures et des heures. Donc vraiment, un intérêt est immense. La volonté d'apprendre tout ce qui est lié avec la religion et la foi est immense. Et c'est tout simplement, l'Église, si vous voulez, rattrape ce qu'elle a perdu pendant 70 ans du pouvoir soviétique. Le sentiment religieux est très fort. Je pense que c'est le moment. Je pense que c'est un phénomène de ce moment-là. Peut-être que ça va se calmer un petit peu dans l'avenir, mais pour l'instant, nous continuons à progresser vers cet intérêt, vers ce respect à l'égard de l'Église. Pour moi, c'est une tendance tout à fait objective qui résulte en fait de cette expérience soviétique quand on était privé de l'Église totalement. Voilà, en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, je vous dis très franchement, cette tâche de sauver les chrétiens d'Orient était parmi, plutôt, il est dispersée dans une grande tâche générale, sauver l'État syrien. Et vraiment, on ne fait pas, on ne fait pas différence entre les yézidis en Irak, ou les Kurdes, ou les chiites, ou les chrétiens. Nous sommes venus en Syrie, justement, pour sauver l'État syrien, et c'est-à-dire pour sauver toutes les confessions et toutes les ethnies présentes sur le sol syrien. Ça, je vous dis très franchement. Et évidemment, compte tenu que ce sont des chrétiens, un des chrétiens les plus anciens qui existent dans le monde, qui sont présents sur le sol syrien, donc évidemment, pour nous, c'est important de les sauver aussi, mais parmi les autres. Voilà. Évidemment, les États-Unis d'Amérique restent la puissance mondiale numéro 1 dans tout le domaine économique, militaire, et nous prenons acte. Et nous reconnaissons ce fait. C'est évidemment absolument clair. Et tout ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique nous intéresse. Nous observons de très près toutes les tendances, toutes les évolutions. Nous avons la plus grande ambassade de Russie à l'étranger aux États-Unis, c'est logique. Donc, il y a des processus très intéressants dans le domaine de la politique intérieure aux États-Unis. En quelque sorte, selon notre analyse, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe en Europe. Ce succès, pas définitif, mais déjà une progression très forte de Donald Trump,
reflète la fatigue des électeurs américains, de leurs propres élites politiques. L'état des relations russo-américaines, vraiment peut-être, ces relations traversent le moment le plus compliqué depuis la disparition de l'Union soviétique. C'est très dommage, parce que nous avons vraiment un grand champ d'activités communes devant nous. Et en même temps, on continue à coopérer dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine spatial, par exemple. Et c'est bizarre, les Américains imposent aux Européens certaines sanctions contre la Russie dans certains domaines qui ne les intéressent pas trop. Par contre, dans les domaines où ils sont intéressés de continuer la coopération, ils ne parlent pas des sanctions. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'aéronautique, les Américains continuent à acheter les moteurs de fusées russes, faits d'ailleurs dans les années 70. Ils sont si efficaces que les Américains les achètent toujours et ça fonctionne, tout le programme spatial américain fonctionne grâce à cette production faite d'ailleurs à l'époque de l'Union soviétique, mais on continue à les produire. Donc voilà, c'est juste un petit exemple. Donc nous sommes réalistes, nous ne penserons pas que même si Donald Trump gagne les élections, et je ne pense pas que le système politique lui permettra de le faire, mais s'il gagne un jour, je ne pense pas qu'il va vraiment faire tourner complètement à 190 degrés nos relations. Ça va toujours être compliqué. Mais il paraît que selon ceux que nous entendons parler de lui, c'est quelqu'un qui est très pragmatique. C'est quelqu'un qui pense surtout aux intérêts nationaux, purement national, qui pense surtout aux problèmes économiques et sociaux. Il sera peut-être moins interventionniste que les présidents précédents. Mais, je répète, nous sommes condamnés en quelque sorte de rester non pas ennemis, mais parfois concurrents. Parfois concurrents, parfois partenaires. Nous sommes très calmes, nous attendons les résultats avec vous. Et je pense qu'on va voir pas mal de surprises dans les mois à venir. Mais personne ne peut pas prédire aujourd'hui comment les choses, quelle tournure vont prendre les choses. Nous sommes toujours ouverts à la coopération avec les Américains, malgré tout, parce que nous comprenons que toutes ces décennies ont démontré qu'aucune, même superpuissance, ne peut pas résoudre tout le problème qui se pose devant l'humanité. Donc, et les Américains, il paraît, ils comprennent aussi cette thèse. Et voilà, je pense que finalement, les relations vont s'améliorer avec du temps. Parce que nous avons plusieurs choses à faire, et y compris, voilà, aujourd'hui, c'est l'ennemi commun, État islamique. Voilà, merci. D'après notre analyse, cet élargissement pas très pensé de l'Union européenne, je répète, ce sont nos réflexions, ou les miens si vous voulez, cet élargissement était plutôt politique, pour des raisons politiques, purement politiques. Ça n'a pas été très bien calculé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus visible. Je ne sais pas vraiment. J'avais l'impression, au moment de ce grand élargissement de l'Europe, que l'Europe se dépêchait beaucoup pour absorber tous les États qui faisaient autrefois partie de ce bloc de Varsovie. Et donc, les intérêts économiques ont été dépassés par les intérêts politiques. Mal compris d'après nous. Nous sommes persuadés que l'Europe a perdu une chance de construire vraiment une grande communauté européenne où peut-être un autre type d'organisation
comme disait le général de Gaulle, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, ou comme nous disons aujourd'hui, de l'Atlantique jusqu'à Vladivostok. En vrai, on avait une chance historique de le faire. Après la disparition de cette idéologie totalitaire, le moment est venu pour construire quelque chose de nouveau, basé sur les principes communs, basé sur les valeurs communes. Mais je pense que nous étions prêts. Nous étions prêts d'aller assez loin. Mais très bientôt, vous êtes mieux placé que moi, vous savez très bien que très bientôt, toutes ces illusions ont parti, plutôt pour nous, pour les Russes. L'Europe a commencé à absorber tous ces nouveaux membres et la Russie se sentait de plus en plus isolée dans ce processus d'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN. Même si l'élargissement de l'Union européenne n'a pas été perçu comme une menace pour nous. On voulait tout simplement que les intérêts économiques et d'autres intérêts nationaux russes soient respectés. Voilà pourquoi on a beaucoup fait pour construire, pour tisser des liens de partenariat privilégiés avec l'Union européenne. Et je répète, on a connu des belles années. On a connu des belles années. On a vu plusieurs accords, plusieurs perspectives. Mais finalement, les choses ont pris une mauvaise tournure bien avant la crise en Ukraine. Parce que, je vous dis un petit exemple. Nous avons créé une structure spéciale entre l'Union européenne et la Russie, une structure mixte, conseil de partenariat, au niveau du ministre des Affaires étrangères russe et au commissaire de l'Union européenne pour les affaires étrangères. C'était à l'époque de Madame Cathy Ashton. Donc imaginez-vous que cet organisme qui devait se tenir 2 fois par an, bon, la réunion de ce mécanisme, la dernière fois, a eu lieu en 2011. Et depuis 2011, c'est-à-dire bien avant tous ces événements dramatiques en Ukraine, depuis 2011, un des mécanismes clés de notre partenariat ne se tenait plus. Et la même tendance, on a constaté sur tous les treks des négociations, tandis qu'on avait des projets immenses qui devaient résulter finalement par la création de cet espace commun économique, technologique, militaire et culturel. Mais les choses ont commencé à se compliquer bien avant la crise en Ukraine. Ce qui reflète pour nous l'absence de volonté politique de l'Union européenne de continuer d'approfondir les liens avec la Russie. Donc pourquoi pour nous, il y avait toujours 2 Europes. L'Europe qui partageait notre approche à l'égard de la nécessité de développer les relations entre nous, et l'Europe toujours hostile, l'Europe orientée vers les États-Unis, l'Europe qui vraiment était toujours sous l'emprise de ces complexes de la guerre froide, l'Europe qui n'a pas pardonné à la Russie ce qu'il devait ne pas pardonner à l'Union soviétique. L'Europe qui n'a pas remarqué la disparition de l'Union soviétique. Voilà. Et donc, en résultat, nous avons aujourd'hui cette situation vraiment déplorable, quand un petit État peut bloquer, peut handicaper le mouvement vers l'approfondissement de nos liens. Et voilà, pour nous, c'est un vrai problème. Merci. Écoutez, je partage pleinement votre analyse, sauf que je ne comprends très bien qu'est-ce que nous pouvons faire de plus, comment nous pouvons éviter la telle ou telle prise de position par les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Si nous sommes suffisamment actifs ou non. Écoutez, si nous prenons le début des années 90, j'ai déjà parlé de nos illusions. Vraiment, on espérait de voir un nouvel ordre européen, si vous voulez, un nouvel ordre mondial et un nouvel ordre européen basé sur la coopération, sur l'esprit de la coopération, de partenariat, sur la sécurité indivisible.
sur la sécurité pour tous, sur la sécurité sans ligne de partage. C'était notre aspiration et on n'a rien fait pour empêcher la création de ce système. Mais on n'était pas soutenu par nos partenaires occidentaux et nos partenaires européens globalement dit. Écoutez, on n'a pas ménagé nos efforts en expliquant notre position partout dans toutes les institutions, partout. Mais il y a une certaine intransigeance chez certains milieux politiques, chez les pays que vous avez cités. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Au contraire, on comptait sur le soutien de nos anciens partenaires européens, de cette ancienne Europe, comme disaient les Américains au moment de la Deuxième Guerre en Irak. Mais en vain, je vous donne un petit exemple. Vous savez, tout ce qui, mes collègues, les orateurs ont évoqué aujourd'hui en quelques mots la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, et combien cette épreuve était lourde pour l'Union soviétique, pour tout le peuple de l'Union soviétique, mais surtout pour le peuple russe. Quelle guet-apens représentait cette guerre pour nous, pour notre pays. Donc vous pouvez imaginer que nous sommes jusqu'aujourd'hui énormément sensibles à tout ce qui concerne la mémoire. La mémoire qui nous fait revenir vers les événements tragiques de cette grande guerre patriotique. Imaginez-vous combien nous sommes sensibles, plutôt combien il est révoltant pour nous de voir les marches des anciens SS, de Waffen-SS, organisées chaque année en Lettonie et en Estonie. Écoutez, moi je connais très bien l'histoire, je peux analyser et je peux comprendre les raisons de cette approche à l'égard des événements de la guerre dans ces deux pays baltes. L'histoire très compliquée, difficile, nous avons été torts dans les années 89-40, il y avait des déportations de cette population, etc. Là, c'est absolument indiscutable. Mais en même temps, il est très difficile d'expliquer à la population russe pourquoi ces marches des anciens SS, tandis que les anciens combattants de l'armée rouge, qui sont représentés non seulement par les Russes, ethniquement russes, mais aussi par les Estoniens et les Lettoniens, qui ont aussi été parmi dans l'armée soviétique et qui ont combattu avec les autres le fascisme. Donc eux, ils sont interdits de porter leurs décorations militaires de l'époque soviétique. Voilà, on a maintes fois attiré l'attention de nos partenaires occidentaux à ce fait absolument scandaleux, selon notre vision des choses. Qu'est-ce que nous avons entendu à maintes reprises? Que c'est une histoire délicate, que nous ne pourrons pas, compte tenu de la tragédie que ces pays ont vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous ne pourrons pas imposer notre vision des choses, nous ne pourrons pas les critiquer ouvertement, mais on travaille avec eux. Mais en réalité, vous comprenez bien que rien n'a été fait pour expliquer à ces pays qu'il y a des choses, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Voilà, c'est juste un petit exemple. Nous avons essayé, nous avons beaucoup investi dans ces efforts. Les diplomates russes partout en Europe recevaient des instructions de visiter les ministères des Affaires étrangères et de parler de notre sentiment blessé, si vous voulez, après toutes ces démarches et tous ces actes. Sans résultat. C'est juste un petit exemple. Voilà, donc on essaie, on travaille, et dans ces pays, dans ces nouveaux pays. Et parfois, ça donne des résultats parce qu'on avait quand même, toutes nos relations avec ces nouveaux pays membres de l'Union européenne sont différentes. Il y a des pays avec lesquels vraiment ça ne marche pas très bien, avec les autres ça marche plutôt bien, ou ça dépend parfois de l'arrivée au pouvoir de telle ou telle force politique. Mais on travaille toujours. Mais nos efforts sont limités. Voilà. Bravo. Écoutez, tout d'abord, je dois avouer que je ne connais pas cette personne-là. J'ai honte, je suis désolé, mais je n'ai aucune idée. J'entends pour la première fois qu'il vient en Russie pour donner des conférences. Mais je dois vous dire qu'il y a pas mal de personnes qui viennent chez nous pour telle ou telle raison. Ils sont très très nombreux.
Parfois, ils représentent les courants politiques totalement différents, absolument différents. Il y a quelqu'un qui appartient plutôt à l'extrême gauche, les autres à l'extrême droite. Ils ont leurs propres relations en Russie, parce que nous avons aussi des courants différents. Et il y a des partis plutôt radicaux, les partis très à la droite. Il y a au contraire des antiglobalistes chez nous aussi, des écolos, etc. Chacun a ses partenaires en Occident. L'État ne contrôle plus tous ces déplacements. Vraiment, les relations politiques sont très décentralisées. Voilà pourquoi chez nous peuvent venir les représentants du Front National et du Parti Socialiste, du Parti Communiste et des Républicains. Nous sommes vraiment ouverts à un dialogue avec tous ceux qui veulent ce dialogue, qui veulent dialoguer, qui veulent parler. Ce cas concret, vraiment, il est inconnu pour moi. Je ne peux pas rien vous dire. Mais, je répète, cela reflète un petit peu cette diversité idéologique et politique qui existe aujourd'hui en Russie. Et cela reflète que le pays était absolument ouvert. Que de temps en temps, nous recevons des signaux que voilà, vous avez accueilli une telle ou telle personne qui est connue en France, par exemple, par ses expressions antisémites, ou au contraire anti-islamistes, ou anti-musulmans, etc. Donc ça arrive, ça arrive. Mais écoutez, l'État russe ne peut pas contrôler tout. Il y a des organismes, il y a des think tanks, il y a des instituts, des universités, il y a des associations qui peuvent inviter quelqu'un. Voilà. Il y a un personnage comme celui-ci, je vous assure que vous feriez bien de vous pencher sur le cas. Écoutez, mais comment vous voulez qu'on évite son venue? 1 million de musulmans chez vous, je pense qu'il y a quand même du mouvement à se faire. Un personnage comme celui-ci, écoutez, faire des conférences. Je vous remercie pour cette information, mais pour l'instant, je ne suis pas dans la mesure de vous donner la réponse parce que ce fait m'a échappé. C'est un ferme. Mesdames et messieurs, mes chers amis, voilà, il faut savoir conclure. Et je voudrais en votre nom à tous remercier bien sûr Yvan Blot. J'espère que vous d'entre vous allez lire son livre, qui est tout à fait remarquable sur la Russie de Vladimir Poutine. Et puis remercier particulièrement bien sûr monsieur le ministre conseiller, parce qu'il a été mis à rude épreuve, très questionné. Mais il a vu que toutes ces questions correspondaient aussi à notre attente, qui est très forte envers la Russie. Ce que je trouve merveilleux, c'est que la dernière question lui a permis de montrer que la Russie, c'était désormais aussi le pays de la liberté. Merci.